Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La concurrence, ce n'est pas le monde des bisounours. Certains, et ils sont de plus en plus nombreux, n'hésitent pas à franchir la ligne jaune. Regardez ces chiffres. Ils sont tirés d'une étude mondiale du cabinet PwC qui porte sur les fraudes en entreprise. Entre 2009 et 2014, elles ont augmenté ces fraudes de 7 points. Hier comme aujourd'hui, tous les coups sont permis pour défendre son marché ou conquérir celui de son rival. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Commençons par hier avec ce reportage sur l'espionnage économique au siècle dernier. Les espions sortent de l'ombre, du moins ceux du 19e siècle et de la guerre froide. Ils s'affichent dans une exposition organisée par la Bibliothèque des littératures policières de Paris. Bruno Fulini, historien, a rassemblé des journaux qui évoquent leurs exploits ou leurs échecs, des notes blanches inédites sur la surveillance des intellectuels français comme Sartre, leurs gadgets aussi. De 1945 à 1989, l'espionnage est essentiellement axé sur le renseignement politique et militaire, mais l'économie n'est pas loin. Dans la pratique, on voit bien que les services de renseignement sont attentifs, bien sûr, aux militants politiques, parce qu'ils peuvent être subversifs, mais aussi aux diplomates étrangers, parce qu'ils font de la politique, mais aussi parce qu'ils cherchent à connaître les plans des derniers avions, les plans des derniers blindés, les plans des derniers engins de toutes sortes, y compris d'ailleurs des engins civils, mais qui peuvent accroître la productivité d'un pays. C'est la productivité de son entreprise qui intéresse l'homme que les services français surveillent et désignent dans cette note qui a déjà 2 siècles. J'ai trouvé un document très très ancien de la fin du 19e siècle où on signale qu'il y a un Suédois qui rôde autour des poudreries françaises, qui cherche à recruter des ouvriers. Ah oui, il s'appelle Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Pas franchement de la dynamite, ce gadget de base de l'espion. Un outil pour lire discrètement le courrier. C'est le même principe que la théière. On a un réservoir d'eau qu'on va porter à ébullition avec une résistance. Il va sortir un petit filet de vapeur qui permet de décoller une enveloppe et ensuite de la recacheter sans que ça se voie. Discret aussi cet appareil photo qui a permis à la taupe des services français chez les soviétiques, le fameux Farewell, de photographier des milliers de documents. Ou encore cette petite machine à crypter les messages, ou ce stylo qui envoie du gaz mortel. Des outils arrangés au musée. La technologie a tout bouleversé et ce qui m'amuse lorsqu'on discute avec d'anciens espions qui ont connu la guerre froide, c'est qu'eux-mêmes disent, bon, vous comprenez, ces téléphones portables, ces appareils photo, ça tue le métier. C'est vrai, cela tue le métier car tout le monde peut s'improviser espion et donc s'attaquer à une entreprise. C'est aussi l'avis de Franck Puget, ancien des forces spéciales et surtout dirigeant fondateur d'une société d'intelligence économique. On arrive maintenant à miniaturiser des tas d'objets qui auparavant n'étaient accessibles qu'à des services d'État parce que ça nécessitait de l'investissement, du développement et des gros matériels. Maintenant, en fait, n'importe qui peut, entre guillemets, s'improviser espion en achetant sur Internet énormément de produits, des micro-caméras, des micro-enregistreurs, des transmetteurs, des tas de choses. Bon, ceci dit, la possession d'un matériel ne fait pas l'espion. Mais néanmoins, ça facilite énormément toutes les malveillances. Ça peut être simplement entre collègues, s'enregistrer, enregistrer son supérieur hiérarchique, etc. Puis s'en servir après dans des négociations plus ou moins malveillantes au moment de quitter une entreprise, par exemple. Protégez vos moyens de communication, puisque c'est l'arme de l'entreprise maintenant. Plus d'ordinateur, plus de téléphone, on ne travaille plus. Donc quelqu'un qui se fait voler ces instruments de communication, qui sont maintenant de plus en plus petits, qui concentrent une puissance extraordinaire de stockage, bon, on a accès à toute leur vie, y compris pour certains leur vie privée, puisque leur téléphone professionnel sert également à la vie privée. Donc vous imaginez quelquefois les conséquences que ça peut avoir si on peut faire des actions d'influence malveillantes sur la famille, sur les enfants, puis quelquefois sur des à côté de la vie privée qui peuvent servir de bras de levier. Alors, les entreprises et leurs salariés sont-ils plus sensibles aux risques ? D'après l'un des auteurs de l'étude de PwC, la réponse est oui. Oui, mais tous les secteurs économiques ne sont pas touchés de la même façon.
L'étude montre également qu'il faut particulièrement surveiller l'augmentation de certains types de fraudes, comme la cybercriminalité. Dmitri Kosarev est directeur du département litige et investigation chez PwC, un cabinet d'audit et de conseil. Il est l'un des auteurs de l'étude internationale sur la fraude en entreprise. Dans la version 2014, on peut retenir 2 points importants. D'abord, la fraude par secteur économique. Les secteurs les plus touchés, la finance suivie par la distribution et biens de consommation, puis par les télécommunications. Deuxième enseignement de cette étude, les types de fraude. Les détournements d'actifs arrivent en tête, mais il faut surveiller la montée de la corruption et de la cybercriminalité. Clairement, le détournement d'actifs a toujours été la fraude la plus fréquente répartie par les entreprises. Derrière, on trouve traditionnellement 4 catégories de fraudes qui sont reportées par la population de 20 à 30% d'entreprises. Il s'agit ici de la fraude aux achats, de la corruption, de cybercriminalité et de la fraude comptable. Et nous notons que la corruption et la cybercriminalité sont en progression. Le contexte n'est pas désespérant pour autant. Les entreprises semblent davantage armées pour combattre la fraude. Aujourd'hui, 55% de fraudes détectées par les entreprises sont détectées par leur système de contrôle interne. Et ce chiffre est en progression maintenant depuis plusieurs études, par exemple quand on compare à 34% seulement en 2007. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les entreprises comprennent mieux le risque de fraude auquel ils doivent faire face. Ils sont capables de concevoir de mieux en mieux les contrôles pour cibler le risque de fraude. Et au cours des dernières années, nous constatons qu'ils développent les outils technologiques pour les aider de faire face au risque de fraude. La guerre économique a lieu essentiellement sur le front technologique. Dans ce domaine, les agresseurs ont très souvent un train d'avance sur les victimes. C'est pourquoi ceux qui ont pour mission de protéger l'entreprise doivent être prêts à parer toutes les attaques. Nous avons suivi ces guerriers économiques. Ils souhaitent rester anonymes, mais ils ont accepté de nous révéler les techniques de base de déstabilisation d'une entreprise. Ils sont trois mousquetaires de la guerre économique qui préfèrent rester anonymes. Leur mission, protéger les entreprises de l'espionnage. Démonstration à l'appui, ils nous montrent comment mener la guerre de l'information. Des coups tordus illégaux, à commencer par une clé USB qui siphonne tous les mots de passe en un clic. C'est une clé USB que vous allez pouvoir avoir tout le temps dans la poche. Et à la première occasion, une session mal fermée ou une personne qui part par exemple aux toilettes ou se faire un café, va pouvoir insérer la clé et récupérer les données en 4 secondes. On branche la clé et en un clin d'œil, elle a récupéré tous les codes sensibles. Alors là, j'ai pu récupérer les mots de passe enregistrés dans l'ordinateur qui concernent la messagerie, les navigateurs, Internet, ainsi que les mots de passe Windows ou autres mots de passe de connexion Internet. Du coup, l'opération d'espionnage peut se prolonger en dehors de l'entreprise. Nous pouvons aller au pied du domicile de la victime et ainsi se connecter à son réseau et capturer éventuellement du flux réseau pour récupérer d'autres mots de passe ou d'autres informations susceptibles d'être utilisées à l'encontre de la victime. L'agresseur peut même piéger le clavier de la victime. Il suffit d'en connaître le modèle. Rien de tel qu'un faux coursier pour filmer son ordinateur avec l'aide d'une mini-caméra cachée dans une montre. La preuve en images. Reste à piéger le nouveau clavier avec un petit boîtier qui enregistre toutes les frappes, puis à le remplacer par celui de la victime. Et voilà comment la réunion au siège à 8h30 à gauche de l'écran est immédiatement transmise à droite, à la concurrence. Quant à la réunion, elle peut être facilement sabotée. Il suffit de cacher discrètement un brouilleur d'ondes. Impossible alors de recevoir un appel ou de consulter ses mails. Enfin, si vous voulez surveiller de plus près un cadre, rien de plus facile grâce à cette balise. Trouvez son véhicule ou son scooter, puis placez discrètement cette petite balise. Le tour est joué. Il vous suffit de le suivre sur votre ordinateur et vérifier ses déplacements à la minute près. Dans la guerre économique, tous les coups sont permis et rien n'arrête l'imaginaire des hommes pour nuire à ses concurrents.
L'imagination des délinquants et des criminels économiques n'a pas de limite. Pour autant, ils ne délaissent pas les vieilles méthodes pour soutirer de l'information à leurs interlocuteurs. Jean-Jacques Cécile, ancien des services de renseignement, nous explique les 4 moyens de faire du renseignement humain à travers l'acronyme MICE, M-I-C-E. M pour monnaie, I pour idéologie, C pour coercition et E pour ego. Alors monnaie, on comprend implicitement qu'il s'agit de donner de l'argent à des agences d'information. Une petite remarque cependant, c'est que la CIA, elle, a utilisé d'autres choses pour rémunérer ses sources. Par exemple, en Afghanistan, elle fournissait des boîtes de Viagra aux vieillards du cru. Idéologie, c'est facile à comprendre. Dans un contexte de guerre froide, c'était par exemple pour les soviétiques recruter des sources au sein des partis communistes des pays frères. Coercition, bien souvent obtenue par chantage. Enfin, ego, ça touche là beaucoup plus à des caractéristiques de la nature humaine, en particulier l'orgueil. Il y a une autre version de cet acronyme MICE pour faire du renseignement humain. On remplace le C de coercition par un S pour sexe. Voilà, l'émission est terminée. Vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.